Si vous ne me connaissez pas, je suis Borin Zaza, je suis directrice des communications, notamment chez Orchestre Canada. Alors, avant de commencer, je voudrais vous laisser savoir que nous sommes une organisation virtuelle. Cela veut dire que nous travaillons de là où nous habitons. Mon bureau est à Rimouski, au Québec, une très belle ville qui est dans la région du Bas-Saint-Laurent, près de la péninsule de Gaspé. Ces régions sont sur les territoires non cédés des Wolastoquk, Wasbeguk et Mi'kmaq, qui sont des peuples autochtones. La rencontre d'aujourd'hui sera enregistrée, sera disponible sur le site web d'Orchestre Canada sous peu. Nous utilisons la boîte de clavardage pour recueillir les questions et les commentaires sur la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous présenter Eric Nelson, vice-président du partenariat mondial chez TRG Art. Nous avons déjà collaboré avec Eric à plusieurs reprises en tant que présentateur de webinaires et invité à notre conférence nationale 2023 de Hamilton. Aujourd'hui, Eric partagera les dernières informations et euh, donc, Eric partagera les dernières informations de TRGR et Culture Benchmark, un ensemble de données internationales qui révèlent l'état actuel des organisations artistiques et culturelles au Canada et aux États-Unis et dans le monde entier. Un nombre croissant d'orchestres canadiens y participent, mais il y a encore de la place pour d'autres. Je vais maintenant passer le micro à Eric. Merci, Boran. Merci à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci à Orchestre Canada. C'est vraiment un réel plaisir que de partager ce que nous avons appris jusqu'à date. Et je suis à Manhattan, à New York, sur les territoires des Lenape, à qui j'offre tout mon respect. Merci encore de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et donc, il s'agit de voir ce qui s'est passé en 2024 et notre nouvelle année est encore jeune, alors je vous souhaite d'excellents souhaits pour 2025. Alors, certes, une rétrospective de 2024, mais aussi des aperçus par rapport à 2025. Et puis, disons-le, nous cherchons à trouver la meilleure manière d'engager nos clients, nos bailleurs de fonds et autres par rapport à ce que nous faisons. Alors, nous allons encore une fois faire le pont entre 2024 et 2025. Et nous allons avoir des webinaires futurs d'ailleurs. Et en ce sens, j'aimerais vous poser une question, à savoir quel est le défi que vous espérez relever grâce aux informations partagées lors de ce webinaire d'aujourd'hui. Autrement dit, par exemple, nous aimerions connaître X, Y ou Z par rapport à telle ou telle donnée. Alors, cela nous permettra donc de pouvoir euh, répondre à certains de vos commentaires, sinon mettre l'accent sur ce qui est important pour vous. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours tout aborder, mais plus on peut en recueillir de ce qui vous importe, mieux c'est, et plus on peut y porter attention. Donc, pardon, vos rétroactions sont particulièrement importantes pour nous. Alors, aujourd'hui, on va donc encore une fois plonger dans les données alors que nous allons faire une revue de l'engagement de 2024 et nous allons bien sûr avoir du temps pour des questions et des commentaires. Alors, qui sommes-nous, DRGR? Alors, nous sommes en collaboration avec plusieurs organisations artistiques afin notamment de resserrer les écarts financiers possibles et de recueillir des données par rapport à la clientèle, par rapport à ceux qui s'associent aux associations. On cherche à assurer une stabilité financière, à étudier des cadres opérationnels qui permettent de joindre la clientèle et cela permet aussi de non seulement de stimuler ce qui se passe dans vos équipes internes, mais aussi avec vos communautés respectives. Alors, le travail que nous faisons par rapport à ces informations que nous vous communiquons sont en partenariat avec
différentes associations artistiques. Et nous sommes aussi partie prenante d'un ensemble de données porte sur un indice de référence de l'industrie en agriculture et nous allons nous pencher sur les questions de billetterie, les questions de billetterie, sur les questions euh, qui portent à nos associations, qui portent au sujet de nos associations partout en Amérique du Nord. Alors, que ce soit des troupes de danse, de théâtre et ainsi de suite. Et puis, on va approfondir quelles sont les données que nous avons, notamment au sujet des orchestres. Et puis, il y a 47 orchestres qui sont étudiés par rapport à ce que nous faisons. Et donc, cela permet de continuer à apprendre, notamment en fonction du secteur, mais aussi de manière régionale. Alors, sachez aussi que cet index de référence porte sur 500 organisations au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada. Maintenant, on vient de terminer la période des fêtes et il y a eu de grands spectacles et puis il s'agirait, entre autres, de souligner le rôle de Mariah Carey qui nous a ramenés dans cet esprit des fêtes. Et grâce à son travail, elle a escaladé le départ de la période des fêtes et cela a eu un impact sur les achats de spectacles tôt dans la saison des fêtes. Alors, voici donc notamment ce qui s'est passé pendant la période des fêtes au niveau des orchestres et aux États-Unis. Ben, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu un rapprochement entre Noël et le Thanksgiving américain. Autrement dit, moins de possibilités de spectacles étant donné les dates du Thanksgiving cette année. Et puis, nous avons regardé tout ce qui se passait au niveau orchestre lors de la période des fêtes et malgré moins de possibilités de spectacle, il y a eu une croissance. Et ce qu'on voit en vert, ce sont les unités par spectacle et le rectangle noir au bas de l'écran, c'est le nombre de spectacles que nous avons suivis et en haut, en mauve, ce sont les revenus moyens par spectacle. Donc, on voit entre 2023 et 2024 qu'il y a eu une baisse de 2,71 à 2,50. On a quand même vu de la croissance, c'est-à-dire 9 d'augmentation des unités moyennes et 19 d'augmentation des revenus moyens par spectacle, et ce, pendant la période des fêtes. Donc, c'est une période importante. Encore une fois, même s'il y avait moins de spectacles, et donc les revenus pour les orchestres ont augmenté de 9 et les unités de 1 lorsqu'on compare 2023 à 2024. Alors, ce sont de bonnes nouvelles. L'autre secteur que nous regardons en fonction de l'indice de référence, c'est le théâtre. Et puis, on observe les mêmes points que pour les orchestres. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la période des fêtes? Alors, peut-être moins de spectacles, donc là, c'est semblable. Une semaine de moins de possibilités, comme je l'ai mentionné. Donc, ça fait 23 de spectacles en moins, mais même malgré cela, il y avait plus de clientèle par spectacle et il y a eu davantage de revenus. On est passé d'environ 19 000 et quelques à 21 000 dollars. Alors, autrement dit, la vitesse du train de la période des fêtes, pensons au film Polar Express, ben, bref, la vélocité est au rendez-vous. Donc, la période des fêtes est définitivement pertinente. Maintenant, les revenus per capita. Et on regarde ici de nouveau des données américaines. Alors, ce qu'on voit,
une augmentation de 9 per capita entre 23 et 24 et du théâtre, ou du côté du théâtre, 3 53 à 52 $ à 53 $. Alors, autrement dit, la période des fêtes est porteuse. Maintenant, ouvrons les horizons un instant, pour un moment. Alors, nous allons passer par le biais des différentes sources de revenus. Alors, commençons par la vente de billets. Et si nous regardons à la performance de 2024 en comparaison à 2019, donc avant la pandémie jusqu'à maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les quatre genres que nous suivons, on pense aux arts aux arts du spectacle. On a regroupé en fait danse et opéra, étant donné le nombre d'organisations étudiées par rapport à l'indice de référence, et puis le théâtre. Donc, quatre grandes catégories, les arts de la scène, les orchestres, danse et opéra et théâtre. Et puis, il y a une croissance en jeu, notamment par rapport aux revenus. Et lorsqu'on regarde les revenus per capita en fonction du prix payé, c'est une question qu'on pose souvent. Ben, est-ce qu'il y a une sensibilité au prix? Oui, il faut toujours être sensible au prix des billets tout en offrant une vaste gamme de billets pour que différentes personnes avec différentes possibilités économiques peuvent trouver leur place dans nos spectacles. Et puis, il ne faudrait pas penser que la sensibilité au prix nous fait faire un pas de recul. Alors, le prix per capita, ça représente le prix moyen payé par billetterie. Comment est-ce qu'on le calcule? Alors, par exemple, 100 $ de revenus de billetterie, ça peut être 10 billets et ça fait 100 divisé par 10 et ça, c'est le revenu per capita. Alors, on compare 2024 à 2019. Alors, en 2024, c'est en vert et pour 2019, c'est en mauve. Et que voyons-nous? Ben, dans chacune de nos catégories, le revenu per capita, en fait, les choses continuent en 2024 comparé à 2019. Donc, ce n'est peut-être pas tant une sensibilité au prix, mais il y a aussi, disons-le, une question d'inflation. L'inflation a augmenté, le coût des produits en général a augmenté. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous montrer ces données en fonction des données d'inflation, toujours aux États-Unis. Alors, per capita, pré-pandémie, on avait 41 $. Post-pandémie, 53 $. Donc, 41 $ en 2020, en 2010, représente en fait 50 et 31 en 2024. Alors, ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est est-ce que nos revenus augmentent, mais suivent aussi l'inflation afin de ne pas perdre au change, pour le dire ainsi. Mais en fait, les choses semblent bien aller. Et pour ce qui est des orchestres, pré-pandémie, 37,30 $ post-pandémie, 47,61 $. Et lorsqu'on calcule en fonction de l'inflation, le 37,30 € représente 45,77 $. Donc ici aussi, comme dans la diapo précédente, nous sommes en avant de la parade. Donc, autrement dit, le rythme continue au fil du temps. Ça, c'est pour les billets vendus, pour chaque billet vendu. Et puis ici, on parle d'abonnement et d'adhésion. Et puis, disons-le, l'offre, quand on pense à la fidélisation de la clientèle, change. Ce ne sont pas seulement des abonnements, mais toutes sortes de sortes de membrariats, en fait. Et en fonction de la rétroaction que je vous ai demandé de faire, ben, on continue en fait de raffiner
ces chiffres et statistiques que nous vous montrons en fonction des commentaires que vous nous faites. Et les revenus en fonction des abonnements a été plus élevé en 2024 qu'il ne l'a été en 2019. Il y a eu de la croissance dans toutes les catégories, en fait, et c'est bien enthousiasmant. On a on a traversé un pont, pour le dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui stimule tout ça? Ben, il y a le revenu per capita et on regarde aussi par unité par capita. Alors, revenons à cet exemple de 100 dollars. Vous avez un abonnement de 100 dollars, par exemple, et vous recevez 10 billets. Alors, donc, c'est 10 dollars par billet par personne ou per capita. Et autrement dit, en Amérique du Nord, il y a eu une augmentation de 24 si on compare 2024 à 2019. Et par unité per capita, 53 dollars en 2019, 65 dollars en 2024. Alors, si on ajuste le tout pour l'inflation, ben, ce 53 représente 65 et 3 sous en 2024. Alors, dans ce cas ici, il s'agit tout simplement d'avoir suivi l'inflation. Ça, il s'agissait des arts de la scène. Maintenant, regardons plus particulièrement les orchestres. Alors, 64 dollars en comparaison à 50 dollars. Et lorsqu'on regarde l'inflation, on se rend compte que les orchestres sont un peu au-devant du taux d'inflation. Alors, c'est bon d'y penser, c'est-à-dire que ça donne quand même une certaine position de force. Alors, c'est pas juste en fonction de l'achat des billets, mais en fonction des abonnements. Maintenant, pensons aux dons. Et si vous avez été avec nous en novembre lorsqu'on s'est pensé sur cette information, ben, on remarque qu'il y a une tendance depuis environ 2 ans. Et contrairement aux billets et aux abonnements, les dons perdent du terrain et de manière régulière, avec une exception, c'est avec les salles de spectacle, là où cela a augmenté de 39. C'est arrivé à la fin, c'est arrivé en 2023 et en 2024. Autrement dit, les organisations d'art de la scène ont eu une fin de calendrier fort intéressante. Alors, les dons qu'ils ont reçus en décembre a permis à ces organisations de s'élever. Alors, c'est donc important de penser aux périodes importantes dans un calendrier en fonction donc de l'adhésion au spectacle et aussi en fonction de l'offre d'abonnement, aux demandes de dons. Alors, essentiellement, est-ce qu'on maximise ce qu'on peut faire et posons-nous nos gestes au bon moment? Et puis, on va bientôt regarder des données sur une base mensuelle en fonction de moments clés dans les calendriers de chacun. Alors, cette version ici de dons per capita. Alors, c'est toujours la même structure. Nous l'avons vu précédemment, pré-pandémie en mauve, post-pandémie en vert. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde un billet simple, les verts allaient mieux, à l'exception des arts de la scène. Et puis, l'art de la scène, en tant que genre, trouve le moyen d'avoir davantage de dons. Et il y a une réflexion à savoir le montant des dons. Est-ce qu'on leur suggère des montants et est-ce qu'on est au maximum de ce qu'on peut aller chercher? Alors, dans vos organisations, vous pourriez vous poser ces questions. Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Et toujours en regardant l'inflation, dans tous ces genres, pré-pandémie, les dons d'environ
$1 900 qui vaut 2 433 en 2024 et pourtant, en 2024, le don moyen a été de 1 610 $ et donc le rendement du don est en baisse de 823 $. Alors, comme je l'ai mentionné, il est possible que les gens ne font pas des dons comme ils pourraient le faire. Et puis, de plus, pensons à notre pipeline, c'est-à-dire les donateurs qui donnent les plus gros montants et qui continuent à donner ont commencé par des gens qui achetaient des billets, qui sont devenus des abonnés. Mais bref, le point que je veux faire, c'est que plus ils vous connaissent, plus ils pourraient devenir des donateurs. Et puis, alors que nous étions fermés pendant la pandémie, il a fallu reconstituer nos pipelines puisque les dons semblent venir après l'achat de billets et les abonnements. Donc, il y a quelque chose à reconstruire. Alors, ici, Boran, je vais vous interrompre puisque nous avons une question intéressante dans le clavardage. La question, c'est pourquoi est-ce que les orchestres ne performent pas aussi bien que l'opéra et la danse? C'est une très bonne question. Alors, en fait, laissez-moi juste vous présenter une autre diapositive avant de répondre. Lorsqu'on pense aux dons moyens, pré-pandémie, les orchestres en Amérique du Nord ont reçu des dons de 2 272 $ et ça vaut 27,87 en 2024. Et post-pandémie, on a reçu 15,81. Donc, il y a eu une perte de 1 206 $. Donc, le rendement du don est en baisse. Et donc, c'est quelque chose sur lequel se pencher. Alors, vous m'avez peut-être entendu parler d'un livre qui s'appelle Choice et il s'agit d'aborder la psychologie des gens, à savoir pourquoi est-ce qu'ils achètent et font des dons comme ils le font. Et en fait, les gens veulent avoir la perception du choix tout en recevant des suggestions. Alors, autrement dit, il s'agit de suggérer des directions aux gens. Alors, quand on pense, par exemple, à des cadeaux qui sont faits avec les abonnements et les gens aiment ça, mais on peut aussi, à ce moment-là, suggérer des dons. Ça peut aussi se faire à la fin d'une année calendrier et puis disant, ben écoutez, on vous demande un don avant la fin de l'année parce que votre collaboration est importante en ce sens. Cela fait une différence pour notre organisation. Alors, c'est une question que je vous pose. Comment est-ce que vous faites ces suggestions? Alors, votre clientèle est intelligente. Euh, comment, en fait, est-ce que les membres de votre auditoire perçoivent les répercussions qu'ils peuvent avoir pour votre organisation? Alors, ça va au-delà d'un montant monétaire. C'est une question, à certains égards, d'engagement. Et puis, il y a donc différentes questions à se poser. Et puis, généralement, au niveau des concerts, ça va bien. On a plusieurs personnes qui viennent pour une première fois, mais est-ce que nous recevons euh, des membres d'auditoire qui reviennent à répétition, puisque ce retour à répétition peut aussi avoir une influence? Alors, je reviens à cette idée. Est-ce que les gens reviennent? Est-ce qu'on leur fait des suggestions et est-ce qu'on les fait à bon moment dans le calendrier? Alors, une autre question. Est-ce que le pipeline comprend de démographie? Qui donne? Est-ce que c'est en fonction d'un certain âge et comment est-ce qu'on forme ces donateurs, pour ainsi dire? Ben, c'est une excellente question. Si vous n'avez pas fait d'études démographiques encore, c'est important de le faire pour voir qui, en fait des dons. Et puis, ce qu'on voit en fonction des données, c'est que
spectateurs plus jeunes continuent font des dons, mais ce qui est encore plus important, c'est pour ces jeunes spectateurs de comprendre qu'est-ce qui va arriver à leurs dons envers votre organisation. Donc, il y a une question d'information, de rapporter ce qui se passe. Alors, par exemple, ben écoutez, grâce à votre don de 500 dollars, par exemple, voici ce que nous avons réussi à faire. Et puis, de les remercier. Et ça devient important pour des spectateurs plus jeunes. Donc, ce genre de message devient pertinent. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ou si je continue? C'est bon, c'est les seules questions que nous avons eues jusqu'à date. Ben, écoutez, merci, merci, merci. C'est superbe que d'alimenter la discussion que nous avons. Alors, maintenant, approfondissons. Regardons la vente de billets pour les orchestres. Alors, chaque billet 2019 en comparaison à 2024. Alors, en Amérique du Nord, les spectacles de la scène. Alors, les recettes ont augmenté de 22 mais les ventes de billets, moins 5 alors, même si les revenus augmentent, il y a moins de gens qui se présentent en salle. Alors, ça veut dire que cette perte de spectateurs, c'est aussi une perte de gens qui pourraient revenir, qui pourraient faire des dons et ainsi de suite. Alors, oui, on regarde les recettes puisque cela stimule les investissements dans les organisations, mais la vente de billets sont très importantes et peut-être même encore plus importantes puisque c'est cela qui constitue votre pipeline. Et puis, des recettes à succès, oui, encore une fois, c'est important, mais les ventes de billets aussi. Alors, du côté des orchestres, ce qui est important, c'est que les recettes ont augmenté, 27 pour les orchestres en Amérique du Nord, puis les ventes de billets, moins 1 seulement. Alors, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les orchestres reçoivent moins de dons, oui, mais on ne perd pas autant de ventes de billets. Alors, est-ce qu'on se fait un suivi d'ailleurs par rapport à ces gens qui pourraient revenir voir des spectacles plus d'une fois? Alors, je vous ai dit qu'on regarderait les choses sur une base mensuelle. Alors, ici, le secteur, toujours 2019 en comparaison à 2024. Alors, les billets, nombre de billets vendus par mois se retrouve en mauve. Post-COVID est en vert 2024 et la ligne jaune, c'est les ventes de billets en fonction des recettes pré-COVID et en bleu, ce sont les recettes post-COVID. Alors, on veut que bleu aille mieux que jaune et vert mieux que mauve. Et le bleu, généralement, ça va mieux que le jaune, mais le vert, en comparaison du mauve, ben, il y a des hauts et des bas. Sauf la fin de l'année. À la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, c'est comme s'il y avait eu un virage. C'est probablement dû à la période des fêtes qui a vu beaucoup de ventes. Puis, ou c'était peut-être l'ouverture d'une nouvelle saison. Maintenant, si on se penche strictement sur les orchestres, on veut faire les mêmes observations, bleu sur jaune, vert en comparaison au mauve. Et puis, au printemps de l'année dernière, mars, avril, mai, il y a eu des augmentations. Ça peut être en lien avec les abonnements, puis il y a aussi eu des choses favorables à partir de septembre. Novembre était à égalité, mais c'est mieux que d'être en retard. Et puis, écoutez, la ligne bleue, les revenus euh, supérieurs toute l'année avec un petit ralentissement en novembre. Mais essentiellement, une force bien établie.
Et puis, il y a aussi des questions de saison. Alors, transition de saison, par exemple, en novembre, notamment avant la période des fêtes. On me demande aussi souvent qu'est-ce qu'on fait avec le fait que les gens achètent de plus en plus tard? Et puis, il y a certaines tendances en ce sens. Et en fait, est-ce que les gens sont en retard ou pas? La question se pose. Alors ici, les organismes des arts de la scène en Amérique du Nord, sur une période de 12 semaines. La ligne verte, c'est les moyennes de 2024 et la ligne mauve, ce sont les moyennes de 2019 pour les organisations des arts de la scène en Amérique du Nord. Et puis, dans la dernière semaine, en fait, il y a eu, il y avait plus d'achats de dernière minute pré-pandémie en comparaison à la post-pandémie. Et en 2024, ce qui était très intéressant, c'est que, en 2024, on voit un peu de croissance, un peu de différence à 4, 3 ou 2 semaines en comparaison à l'après-pandémie. Alors, en fait, si on se penche sur les statistiques, on se rend compte que le mois avant le spectacle est peut-être celui le plus important. Et c'est vrai pour toutes les catégories. Et puis là, regardons les orchestres. Ben, c'est à peu près la même chose. Alors, 5 à 2 semaines. Entre 5 et 2 semaines, il y a une certaine stabilité et beaucoup de ventes juste avant, mais en même temps, c'était encore plus fort pré-pandémie que post-pandémie. Alors, quelques variations, mais pas de grandes variations. Alors, maintenant, les abonnements. Alors, 37 d'augmentation de recettes, 10 d'unités vendues, augmentation, c'est-à-dire les billets. Et puis, si on regarde la même chose au niveau des orchestres, ben, écoutez, 43 d'augmentation de recettes et les unités, il ne s'agit pas de forfait, plus 13 très, très intéressant. Et puis, on regarde la comparaison ici, mois par mois. Alors, toujours les mêmes observations. Est-ce que vert est plus fort que mauve et bleu plus élevé que jaune? Alors, oui, c'est généralement le cas, surtout à partir du mois de mai. Et dans le secteur de l'orchestre, on regarde à partir du mois de mars. Il y a une avance depuis le mois de mars et on pourrait se dire, oh, ben les gens reprennent les abonnements, n'est-ce pas enthousiasmant? Et peut-être devrions-nous commencer à mettre les abonnements en vente même plus tôt, peut-être en février. Plus ils sont disponibles, plus vous allez en vendre. Pourquoi pas? Pour réflexion. Puis d'autres choses aussi par rapport à la résurgence des abonnements et des adhésions. Ben, écoutez, on a regardé la fréquence, jusqu'à quelle fréquence est-ce que les gens viennent voir les spectacles. Alors, toujours une comparaison de 2019-2024. Puis ici, ce qu'on voit, combien sont venus une fois, 2 à 3 fois, 4 à 5 fois et 6 fois et plus. Alors, ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens qui viennent pour la première fois plus qu'avant la pandémie, mais moins de gens dans le milieu, donc moins de répétitions d'achats après 2 ou 3 spectacles. Et puis évidemment, les super fans demeurent des super fans. Et puis, quand on regarde la résurgence des abonnements au niveau des orchestres, on a à peu près le même
nombre de personnes qui ne viennent qu'une fois, mais les choses sont meilleures pour des retours en salle de spectacle. Alors, c'est bon comme statistique. Et si on repense à ces dons, ben, le fait que les gens reviennent, c'est intéressant, comme je le disais, pour la possibilité de recevoir des dons. Puis les super fans de l'orchestre sont encore plus super fans qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Alors, ces personnes qui euh, viennent 6 fois ou plus dans une année, ben, on en a plus en 2024 qu'avant, c'est-à-dire en 2019. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, les dons individuels, approfondissons. C'est partout dans le secteur. Alors, les recettes qui ont diminué de 14 les unités qui ont augmenté de 6. Alors, toujours les deux mêmes années en comparaison. Et puis, les orchestres, ben, écoutez, les recettes qui ont diminué de 14 pour les dons, mais on en a récolté davantage. Alors, ça veut dire que chaque don est plus petit et ça pourrait en fait, que ça pourrait refléter des gens qui commencent à donner, mais en même temps, c'est un potentiel. Le bassin de donateurs est plus élevé et donc qui pourrait devenir de plus grands donateurs. Alors, pensons au taux de renouvellement de ces donateurs et quels sont nos plans en ce sens, notamment pour les inciter peut-être à donner davantage. Alors, regardons de nouveau les comparaisons sur une base mensuelle, toujours vert en comparaison à mauve, vert 2024 et bleu 2024 en comparaison au jaune 2019. Alors, au début, 2019 a de meilleures statistiques, mais plus l'année avance, on se rend compte que 2024 va mieux. Et puis, ben, en début d'année, c'était assez semblable quand on regarde les lignes jaunes et bleues, mais avec des variations en fin d'année. Regardons ce qui se passe au niveau des orchestres. Ben, à partir du mois de mars, alors, il y a eu des différences notables en comparaison à la pré-COVID, mais il y a eu des différences au niveau de moyenne. Alors, qu'est-ce qui était important? C'est que en décembre, il y a eu quand même des augmentations, c'était bien intéressant. Puis en juin, qui est la fin d'une année fiscale, ben, il s'agit de questions de stratégie en fonction de moments importants dans le calendrier. Alors, est-ce qu'on maximise en fonction de certains mois? On semble voir de l'énergie en juin, par exemple. Alors, si votre organisation a des résultats semblables, ben, d'une part, félicitations et puis réfléchissez à comment on peut maximiser ces points dans le calendrier. Maintenant, on a dit qu'on ferait une rétrospective de 2024 et puis on parle aussi de 2025. Alors, comment faire pour augmenter les dons et puis aussi euh, augmenter les dons puis attirer les gens pour d'autres spectacles. Alors, quelles ont été certaines de mes choses préférées en 2024 qu'on pourrait entrevoir pour 2025? Alors, le RFNG, c'est-à-dire la participation de l'auditoire, la fréquence, est-ce qu'on donne davantage? Bref, en tout et partout, quelle est la participation d'ensemble? Alors, est-ce qu'ils vont, par exemple, l'auditoire, est-ce qu'ils se présentent à un concert? Est-ce qu'ils vont à une levée de fonds? Est-ce qu'ils achètent au niveau des concessions? Alors, tous les éléments
entrent en ligne de compte et deviennent intéressants. Puis, quelle est l'expérience du client? On voit des changements au niveau des générations. Ce n'est pas juste une question de concert, mais aussi les gens veulent savoir que l'expérience se déroule bien, ils s'y reconnaissent. Et puis ici, ce sont les informations de la Pacific Symphony. Ils cherchent certainement à être personnalisés, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant le concert, dans le hall de concert. Si vous ne pouvez pas utiliser votre billet, ben on va pouvoir en redistribuer. Alors, notamment lorsqu'on a tout vendu, les billets ici, c'était des cartes qui avaient été laissées sur des tables, sur les sièges lors d'un spectacle de ballet et puis il y avait la possibilité de prendre de photos pendant la période de réchauffement. Alors, en plus, il y avait un rabais pour le prochain spectacle. Alors, comment est-ce qu'on peut donc mettre à profit des périodes utilisées par les artistes pour favoriser le plaisir de l'auditoire? Ici, ce qu'on remarque, aussi, c'est de voir, c'est d'avoir de l'humour. En fait, ici, Caitlin, vous nous manquez. Alors, avec une possibilité d'acheter un billet pour un prochain spectacle avec un rabais. Alors, vous nous manquez, prochain spectacle, il va en avoir un. Il y a aussi, du côté de la Symphonie de l'Arkansas, ils ont un programme de membrariat à 9 $ par mois. Siège disponible s'il y en a, présentez-vous. Et puis, c'est utilisé pour une offre pour ceux qui sont venus au spectacle pour une première fois. Donc, c'est qu'une offre tonnerre pour attirer les gens pour revenir. Alors, pour 9 $, vous pourriez venir tant que vous voulez. C'est vraiment une bonne affaire. Et puis, ça suscite une habitude de spectacle. Et ils se rendent compte que bien des gens euh, prennent avantage de cette offre. C'est ce qu'on appelle en anglais le killer offer et cela a augmenté en 2024. Il y en a eu davantage que précédemment. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que dans l'ensemble, dans l'industrie de la consommation, les gens investissent davantage par rapport aux abonnements. Alors, réfléchissons en fonction de cela, en fonction de la participation, en fonction de plusieurs présences au spectacle. Et puis, je terminerai, puisque la Saint-Valentin approche, sur une note d'amour, c'est-à-dire aimer ceux avec qui vous êtes. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà présentés pour une première fois. On les aime et il faut aussi leur porter attention, certes, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'ils reviennent? Alors oui, on attire beaucoup de personnes, mais comment est-ce qu'on les attire de nouveau pour qu'ils reviennent? Alors, comment créer ces liens avec l'auditoire? Alors, autrement dit, aimer ceux qui sont déjà présents et faisons en sorte qu'ils reviennent. Et puis, c'est toujours une question d'une expérience enrichissante et d'en avoir d'autres. Sachez que j'offre toujours 1 heure de consultation si vous voulez communiquer avec moi et sentez-vous bien à l'aise. Et puis aujourd'hui, le webinaire sera enregistré et donc le code QR, si vous voulez communiquer avec moi, vous sera disponible. Et sur tous ces mots, avez-vous des
questions? Sinon, avez-vous été inspiré par rapport à tout ce que je vous ai présenté? Ben, merci beaucoup, Eric. C'est toujours fabuleux que ces informations que vous livrez en peu de temps. Cela m'inspire particulièrement. Ben, écoutez, il y avait 60 diapos. En 40 minutes, on en a couvert 60. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir suivi ces nombreuses diapos. Alors, nous avons eu une question par rapport au montant des dons. C'est Hannah Choi. Elle demande qu'est-ce qui est arrivé entre juillet et septembre pré-COVID dans le monde des dons. Hannah, quel plaisir de vous revoir. Alors, ramenons les diapos à l'écran. Allons chercher cette diapo pour que nous ayons tous l'information sous les yeux. Alors, les orchestres, mois par mois, dans le secteur des orchestres, 2019 à 2024. Alors, quelle était la question? Que s'est-il passé en août et septembre? Juillet à septembre, pré-COVID. Ah, par rapport à cette ligne jaune, c'est ça? Ben, je pense que la différence marquée, c'est en lien avec une fin d'année calendrier et c'est différent pour chaque organisation, disons-le. Alors, en fait, excusez-moi, c'est pas la fin de l'année calendrier, c'est la fin de l'année de l'exercice fiscal. Et ici, on voit que les choses changent en juin et je pense que c'est stimulé par des campagnes particulières. En fait, aux États-Unis, juin, juillet, août, c'est la fin d'un exercice financier. Et puis, c'est peut-être pas un très bon moment, penserions-nous, pour demander des dons, mais je reviens à cette question d'échéancier et de moment important dans un calendrier. En fait, quand on pense à la fin de l'exercice, on pourrait y penser comme étant aussi la fin de la saison. Et puis, il pourrait y avoir un message, ben écoutez, c'est la fin de notre exercice, on planifie la prochaine année. C'est vraiment très important de faire un don maintenant si cela vous est possible. Alors, autrement dit, c'est ainsi qu'on peut suggérer aux membres de l'auditoire quand ils pourraient faire des dons. Oui, ben cette diapo n'est pas seulement pour le Canada, mais je vous dirais qu'en juin, nous avons une campagne de dons et chez Orchestre Canada, on a notamment eu des levées de fonds. Alors, pour nous au Canada, ça ne ressemble pas tout à fait à cela. Ben, c'est un très bon point que vous faites là, c'est-à-dire comme période pour le don, mais ça peut aussi être les mardis dons, les dons du mardi, par exemple. Et puis, quand on pense à la vente de billets, aux abonnements et ainsi de suite, il s'agit de réfléchir à ces moments qui font la différence quand on pense aux dons. Ah, bien sûr, ils doivent être alimentés par la mission. Et nous avons quelques commentaires notamment Sarah Bullock qui parle de l'été. C'est que l'été, il y a des campagnes, notamment par rapport à des ventes de billets. Puis on a Catherine Carlton aussi, qui est notre directrice exécutive, qui dit si c'était une combinaison d'exercices financiers et de campagne et des cadeaux que l'on fait avec les abonnements, ben, peut-être que tout cela rentre en ligne de compte quand on pense au calendrier. Ben, une des choses qu'on a remarqué, c'est que des ventes Noël en juillet
ont une cote de popularité, mais sont encore plus populaires qu'avant. Alors, pensons à ceux qui viennent dans la période des fêtes. En fait, c'est souvent un engagement qu'ils ont pour cette période de l'année. Et donc, de penser à ces personnes alors qu'on veut les revenir, ben, c'est peut-être une question de Noël en juillet. On a même vu des orchestres faire, écoutez, en juillet, nous allons ouvrir notre salle et puis on va jouer de la musique de Noël. Alors, en fait, les gens aiment bien célébrer. Alors, de mettre le doigt sur cela, c'est particulièrement intéressant. Écoutez, on est dans le showbiz et puis nous sommes bons par rapport à ce que nous faisons. Ben, peut-être qu'on a besoin que Mariah Carey fasse un album de Noël en juillet. Oui, ben écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, je ne vois pas d'autres questions dans le clavardage. Alors, j'aimerais vous remercier, Monsieur Eric, pour ce merveilleux webinaire. Nous avons beaucoup appris. J'aimerais remercier les participants et j'aimerais aussi applaudir notre interprète. Alors, nous allons vous envoyer les diapositives et l'enregistrement et cela se retrouvera sur notre site web et puis je vous encourage à vous inscrire à notre lettre d'information. On parle notamment de l'indice de référence, de ce qui se passe. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai hâte de vous revoir, Monsieur Eric, et je vous remercie tous d'avoir été ici. En effet, merci à tous. Quel plaisir que de partager ces informations avec vous.